La ligne Siegfried, l'ultime rempart. À l'automne 1916, 2 ans après le début de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne commence la construction d'une importante ligne de défense, la Siegfriedstellung, ou position Siegfried. Les Anglais baptisèrent cette ligne de défense la ligne Hindenburg. À la même époque, les Anglais, comme les Français, développaient une nouvelle arme capable de facilement percer les lignes de défense allemandes, le blindé. En 1938, le même nom fut donné à une nouvelle structure défensive, officiellement dénommée le Mur de l'Ouest, en cours de construction le long des frontières occidentales de l'Allemagne. Cette ligne courait approximativement de l'est de Bâle jusqu'à Karlsruhe, à l'ouest vers le Luxembourg et au nord le long de la frontière de la Belgique et des Pays-Bas. Originellement conçue pour défendre la région de la Sarre, récemment réannexée, elle fut étendue pour devenir la contrepartie allemande de la ligne Maginot française. Chez les Alliés, cette ligne défensive reçut le surnom de ligne Siegfried. C'était un ensemble de champs de mines, de pièges anti-chars, de barbelés et de casemates. La propagande nazie élevait ces fortifications au rang de barrières infranchissables. Resté intact lors des premières années de la guerre, le Mur de l'Ouest fut le bastion de la dernière chance pour les troupes allemandes face aux armées alliées. L'idée originale qui a mené à la construction de ce mur remonte à 1936, lorsque les troupes allemandes ont de nouveau pénétré en Rhénanie. Il y avait alors une double ligne de défense qui courait sur toute la longueur de la frontière occidentale de l'Allemagne. Dans la partie nord de cette ligne, on trouve aussi les barrières naturelles que sont les rivières Reur et Maas, et au sud, le Rhin. On savait que ces rivières ne pourraient pas stopper une armée, mais qu'au moins elles pourraient la retarder suffisamment pour permettre aux Allemands d'acheminer les forces mobiles de réserve. Le long de la frontière se trouvaient certaines des plus anciennes villes allemandes, déjà fortifiées. Les routes entre ces villes étaient les points faibles de ces défenses. Chaque ville était protégée par de très importants champs de mines et des blocos en béton. Mais la plus grande efficacité ne résidait ni dans le béton ni dans les barrières métalliques, mais bien dans la propagande dont ils étaient l'objet. D'après les nazis, le mur de l'Ouest était imprenable, même par les chars qui l'avaient seulement ébréché lors de la Première Guerre mondiale. Un peu plus à l'intérieur du territoire se trouvait une seconde ligne de défense dans laquelle étaient incorporées les villes de la vallée du Rhin comme Cologne, Coblence ou Karlsruhe. Elles étaient également très bien fortifiées par des champs de mines, des pièges anti-chars et des casemates. En mai 1938, les grands travaux commençaient. Hitler avait ordonné que toute la longue frontière allemande avec la France, la Belgique et le Luxembourg soit fortifiée dans les 18 mois. L'homme qui reçut la mission de superviser la construction et le travail des techniciens de la défense militaire était le docteur Todd, un ingénieur issu d'une famille de la haute société du sud de l'Allemagne. Todd avait peu de contact avec les politiciens et les nazis, mais était apprécié d'Hitler. Todd et son équipe se mirent au travail immédiatement, dressant des plans et des plannings pour l'immense tâche qui les attendait. Les travaux devaient être finis dans les 18 mois, et Todd reçut le droit de faire appel à toutes les ressources que l'Allemagne pouvait offrir.
La puissante industrie métallurgique de la vallée de la Ruhr tournait déjà à plein pour alimenter la nouvelle machine de guerre d'Hitler, embauchant de plus en plus de main-d'œuvre et réouvrant de vieilles usines fermées pendant la crise de 29. Ils allaient devoir produire plus d'1 million de tonnes de métal et d'acier. Des forêts furent rasées afin d'assurer l'approvisionnement en bois. Des rochers furent dynamités pour produire les 3 millions de tonnes de gravier nécessaires. « 5000 km de câbles d'acier furent fabriqués. Ils étaient destinés à renforcer les défenses en béton de 3 mètres de largeur dans l'espoir de les rendre imprenables. La compagnie ferroviaire allemande faisait circuler plus de 100 trains de marchandises chaque jour, transportant les matériaux nécessaires au site en construction. Des centres de distribution étaient établis le long du réseau ferroviaire, d'où les matériaux étaient transférés sur des camions qui continuaient le reste du parcours par la route. Pendant sa construction, un tiers de la production totale de ciment produit en Allemagne fut consacré au mur occidental. Au total, 8 millions de tonnes de ciment y furent utilisées. Des dizaines de milliers de camions furent réquisitionnés dans toute l'Allemagne. Au plus fort du chantier, plus de 8000 camions transportaient leurs charges aux différents sites chaque jour. Ces camions étaient tous privés, mais leurs propriétaires très peu rémunérés pour leur utilisation. De nombreux opérateurs tombèrent donc en faillite, juste pour que leurs camions soient ensuite confisqués. De tonnes de bois furent nécessaires pour le chantier du mur, représentant un volume de 708 000 mètres cubes.
3 millions de rouleaux de barbelés furent déroulés, soit mis bout à bout 30 000 kilomètres. On produisit également des centaines de milliers de poutres d'acier. Elles devaient supporter les structures et renforcer les fortifications bétonnées. En dépit de la propagande, beaucoup ne voyaient dans le mur d'Hitler qu'une simple marotte, car ils se demandaient à quoi il allait bien pouvoir servir. Cependant, la construction continuait, à un rythme acharné et coûteux, mobilisant de très nombreux travailleurs. De toutes les villes allemandes étaient venus des travailleurs qualifiés, charpentiers, maçons et ingénieurs, heureux de retrouver un travail. C'est ce que la propagande laissait filtrer. Todt avait à sa disposition les énormes ressources d'une main-d'œuvre peu chère, voire gratuite, d'une Allemagne qui se remettait à peine de la crise économique. Todt avait rassemblé une main-d'œuvre constituée de 100 000 techniciens militaires, de 350 000 hommes faisant partie de l'organisation Todt et de plusieurs dizaines de milliers d'autres venus du Arbeitsdienst, la main-d'œuvre du parti nazi. Les travailleurs vivaient dans des camps établis tout le long de la frontière, dans des zones isolées. À la différence des zones industrielles, les frontières étaient parsemées de petits villages ruraux qui étaient là depuis des siècles. En octobre 1938, 532 000 hommes, femmes et enfants travaillaient sur les fortifications. Cependant, ils n'étaient pas tous volontaires. En un seul jour d'août 1938, 12 000 hommes furent réquisitionnés à Berlin et défier cet ordre aurait signifié, au mieux, l'emprisonnement. Une entreprise à Berlin perdit ainsi 400 de ses travailleurs les plus qualifiés. Ils furent tous transportés sur le mur dans des camions fermés et mis au secret. L'essentiel de la main-d'œuvre était cependant originaire de la zone frontalière allemande. Les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes participèrent à la construction de la ligne de défense. Ils étaient pour la plupart heureux d'améliorer les maigres revenus de leur petite ferme, car ils travaillaient encore avec des méthodes datant presque du Moyen Âge. Le mur de l'Ouest était en fait le plus grand programme de construction jamais entrepris de toute l'histoire allemande. Bien que la propagande allemande prétendît constamment à quel point le peuple allemand était heureux de travailler pour les idéaux de la nouvelle Allemagne nazie,
La réalité était que l'essentiel de la main-d'œuvre était réquisitionnée et forcée de travailler. Plus de la moitié de la structure était souterraine, les milliers de casemates étant reliés par une série de passages enterrés et de tunnels. Le travail y était particulièrement risqué et de nombreux travailleurs furent tués pendant les années de construction de ces souterrains. Les pyramides de béton étaient appelées dents de dragon et variaient de 1 à 3 mètres de haut. Elles étaient destinées à arrêter les blindés et disposées par rangées de 5 tout au long de la ligne de défense. En 1939, alors que la fin de la période de construction approchait, un vent de colère soufflait parmi les travailleurs. Ils se sentaient traités comme des forçats, travaillant 15 heures par jour, avec des conditions de vie sommaires et une nourriture insuffisante. Des gardes supplémentaires furent amenés afin d'empêcher les travailleurs de déclencher une grève générale. Mais la colère grondait de plus en plus fort. Des mesures furent donc prises pour améliorer les conditions de travail et tenir les délais. Quiconque avait travaillé durant une période de 12 mois était autorisé à rentrer chez lui. Les épouses étaient autorisées à venir dans les camps et bénéficiaient de billets de train à bas prix pour voyager. Les salaires furent augmentés et ceux qui travaillaient dans les conditions les plus difficiles reçurent des médailles. Ces mesures prises selon les ordres d'Hitler et ayant pour objectif de compléter les défenses à tout prix dans les délais, réussirent à calmer les ouvriers. De nombreux travailleurs étaient des jeunes des Arbeitsdienst. Chaque jeune Allemand, garçon ou fille, devait rejoindre cette organisation dès l'âge de 17 ans pour une durée de 6 mois. Mais certains volontaires l'intégraient un peu plus jeune.
Ils étaient chargés de creuser les fondations, d'installer les pièges anti-chars et de tirer les barbelés. En août 1939, le pari avait été tenu. Le mur de l'Ouest était terminé. En à peine plus d'une année, ils avaient bâti une monumentale construction de béton, d'acier et de bois qui s'étalait le long des frontières occidentales de l'Allemagne, tel un immense serpent. Le mur faisait 640 km de long. Il traversait l'Allemagne sur toute sa longueur et sur 4 km de large. 14 000 bunkers et autres casemates avaient été construits, reliés par un réseau de routes bétonnées. Son coût s'élevait à 3,5 milliards de Deutschmark. Quels que soient les avis émis à propos de la fiabilité de ces nouvelles fortifications, Hitler avait sa propre opinion. Elle faisait partie de son grand plan. Il savait qu'elle lui assurait une totale liberté d'action vers l'Est, ce dont il avait besoin pour les actions qu'il programmait en Pologne et en Tchécoslovaquie. Pour la première fois dans l'histoire, grâce à la protection que ce mur offrait à l'Ouest, l'Allemagne n'avait pas peur d'une guerre sur deux fronts, raison des différents échecs militaires passés. Hitler l'avait fait remarquer à l'un de ses généraux. « Croyez-moi, général, je suis le plus grand constructeur de fortifications de tous les temps. J'ai construit le mur de l'Ouest. » En Grande-Bretagne et en Amérique, ce nouveau mur de béton gris, qui était apparu presque soudainement, traversant le milieu de l'Europe, fut surnommé avec ironie la ligne Siegfried. Elle devint le sujet d'une chanson qui fut l'un des hits musicaux de 1939. Washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Les Anglais, puis les Américains, allaient entrer en guerre en reprenant les couplets et le refrain de cette chanson. Oui, ils allaient étendre leur linge sur la ligne Siegfried. Si la ligne Siegfried était encore là. Cependant, bien tristement, plus de 100 000 de ces jeunes soldats, anglais, français, canadiens et américains, qui marchaient gaiement vers la guerre avec cette chanson aux lèvres, allaient mourir avant d'atteindre ces bunkers d'acier et de béton. Un nombre équivalent de jeunes soldats allemands allaient subir le même sort en les défendant. Chaque bunker faisait 7 mètres de large et 6 mètres de haut. Les murs et le plafond pouvaient atteindre jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Chaque bunker hébergeait une section de 14 hommes. Ces fortifications étaient typiquement germaniques, presque spartiates. Les casemates étaient équipées de mitrailleuses et de canons de 37 mm. Le mur était prêt, tel un serpent attendant d'attraper sa proie et de l'achever par une morsure mortelle. Après son attaque contre la Pologne et ses échecs dans ses tentatives de paix avec les pays de l'Ouest, ce mur donnait à Hitler le temps de planifier son attaque vers l'Ouest. En 1940, il n'avait plus besoin de ce mur. Il était désormais le maître de l'Europe de l'Ouest. Le mur fut abandonné, ses bunkers scellés.
Au début de 1944, les Allemands comprirent que l'invasion était inévitable et ils regardèrent du côté du mur de l'Ouest pour empêcher les Alliés d'entrer en Allemagne. À l'été 1944, le sud de l'Angleterre débordait d'hommes et de matériel. L'Amérique avait dépêché plus de 950 000 soldats, ainsi qu'un nombre énorme de camions, de véhicules blindés, de chars et de matériel divers. Sur les routes du Kent, des camions formaient un convoi sans fin d'hommes et de machines. C'était le début de la plus grande opération amphibie jamais entreprise dans toute l'histoire de la guerre. 5000 navires, accompagnés de milliers d'embarcations plus petites, appuyés par plus de 1100 avions, étaient sur le point de déposer près de 200 000 hommes contre le mur de l'Atlantique, derrière lequel les 60 divisions du maréchal von Rundstedt attendaient. Une fois les plages de Normandie conquises, l'opération Overlord permit à plus de 2 millions de soldats anglais, américains et du Commonwealth de marcher sur l'Europe. L'objectif était simple, la libération de l'Europe et la défaite de l'Allemagne nazie. L'assaut fut lancé le 6 juin 1944, un jour qui restera à jamais célèbre sous le nom de D-Day. Les jours qui suivirent le débarquement, de furieux combats se déroulèrent entre les Alliés qui cherchaient à sécuriser leur tête de pont et les Allemands qui tentaient de les en empêcher. Les troupes étaient acheminées à travers la Manche et la pénétration à l'intérieur des terres commençait en Normandie. La 3e armée US passa en Bretagne, puis au sud de la Loire, et pendant le même temps, la 1re armée avançait vers la ville de Vire, tandis que la 2e armée britannique lançait un assaut contre Villers-Bocage. La résistance allemande fut acharnée. Ils lancèrent contre-attaque sur contre-attaque. Hitler, très inquiet, ordonna à ses généraux de contenir les Alliés. Vers la fin du mois de juillet, l'attaque alliée s'est intensifiée. 2 millions d'hommes avaient débarqué et reprenaient villes après villes aux troupes ennemies. Morceau par morceau, la France était libérée par les Alliés et les armées d'Hitler se trouvaient forcées de battre en retraite. Face à l'avancée alliée et à sa puissance, les Allemands n'avaient d'autre choix que de reculer ou de risquer d'être encerclés par les pièges qui leur étaient tendus. Toute la France résonnait de cris de joie après 5 ans sous l'horreur de l'occupation nazie. Enfin, les Alliés arrivaient.
Le 25 août, 2 mois et demi après le début de l'attaque contre la forteresse Europe, les Alliés entraient dans Paris. L'essentiel de la garnison allemande avait battu en retraite, mais il restait encore bien des poches de résistance. Des snipers qui se tenaient dans quelques immeubles furent forcés de se rendre ou furent éliminés. Alors que les colonnes de soldats US faisaient leur entrée triomphante, la ville était submergée par la joie et l'émotion des Parisiens, enfin libres, après 5 ans d'occupation. Le 3 septembre, c'était au tour de Bruxelles d'être libérée, cette fois par la division blindée de la British Guard. Les Allemands reculaient maintenant à l'intérieur de leur propre pays. Si l'Allemagne devait rester aux mains des nazis, la ligne Siegfried allait être le dernier rempart. Les Alliés avaient pourtant un problème. Les approvisionnements avaient du mal à parvenir aux soldats de première ligne. Les colonnes de soutien n'arrivaient pas à suivre le rythme de l'avancée, avec pour conséquence des pénuries de nourriture, de carburant et de munitions. À mi-septembre, les Alliés approchaient des défenses occidentales du mur, entre Aix-la-Chapelle et Gelsenkirchen. La ligne Siegfried était là, devant eux. Les casemates, lourdement fortifiées, espacées de 150 mètres, semblaient imprenables. La phase suivante de l'opération commençait. Si les Alliés ne pouvaient pas percer la ligne Siegfried, alors il était prévu de la contourner par le nord. 3 divisions aéroportées devaient prendre les ponts de Eindhoven, de Grave et de Nimègue, ainsi que sur le Rhin à Arnhem. Une division supplémentaire devait être alignée avec les troupes aéroportées pour les épauler une fois que les ponts seraient pris. Les 2 premiers assauts, à Grave et Eindhoven, furent couronnés de succès, mais le 3e, tenté pour sécuriser un côté du pont d'Arnhem, rencontra une sévère résistance. La première division aéroportée britannique, avec 10 000 hommes, s'accrochait désespérément sur la partie nord, mais fut incapable de déloger les Allemands de la rive sud. Le pont routier restait intact, mais les Allemands parvinrent à détruire le pont ferroviaire. 2 divisions de Panzer rendirent impossible l'arrivée des renforts alliés. Les Anglais furent littéralement cloués sur place. Handicapés par des communications radio difficiles et par le mauvais temps qui retardait les parachutages d'approvisionnement, la division aéroportée subissait les contre-attaques allemandes. Le 25 septembre, à court de munitions et sachant que les renforts étaient trop loin pour les aider, les Anglais rompirent le combat et tentèrent de rejoindre les lignes alliées. Sur plus de 10 000 hommes engagés à Arnhem, seulement 2 827 survécurent. Au début d'octobre 1944, les Alliés s'approchaient d'Aix-la-Chapelle. La ville était défendue par 3 divisions de grenadiers et une division d'infanterie sous le commandement du général d'infanterie Friedrich Koechlin. Ces troupes n'avaient pas encore été engagées dans des actions majeures, mais elles étaient déjà affaiblies par les efforts désespérés pour empêcher les Alliés de traverser la ligne Siegfried. Le 7 octobre,
les Alliés attaquèrent à 12 km au nord de la ville, tentant de l'encercler et de percer par l'arrière. Pour les défenseurs, la tentative de conserver Aix en tant que citadelle nazie semblait déjà désespérée. Cependant, les forces allemandes tentèrent de contre-attaquer pour contenir l'avance alliée suffisamment longtemps afin de permettre aux divisions blindées de von Rundstedt de mobiliser ses réserves. Mais cela n'arriva pas. Le haut commandement allemand avait déjà décidé qu'Aix était définitivement perdu et qu'il n'était pas nécessaire d'y lancer en pure perte de précieuses unités blindées. Les Alliés mirent la pression sur le sud, autour de Würselen, à quelques 5 km d'Aix. Le mur de l'Ouest commençait à montrer des signes d'effondrement. Le 10 octobre, les Alliés se regroupèrent sur les collines surplombant Aix-la-Chapelle. Les Allemands étaient maintenant coincés entre deux fronts. Et les Alliés resserraient leurs filets autour de la ville. Le commandant de la garnison allemande reçut alors un ultimatum. S'il ne capitulait pas sans condition dans les 24 heures, les Américains pulvériseraient la ville à coups de bombes et de tirs d'artillerie, puis prendraient la ville, ou ce qui en resterait, par un assaut terrestre. Les 24 heures s'écoulèrent et l'assaut final fut lancé. Les zones industrielles dans le faubourg furent les premières à tomber. Au nord de la ville, la 30e division US se rapprochait. Les combats qui éclatèrent dans les faubourgs prirent une tournure inquiétante, car les Allemands résistaient farouchement pour chaque mètre de terrain cédé aux Alliés. Pendant ce temps, le 21e groupe blindé britannique, sous le commandement de Montgomery, avançait vers Anvers, plus au nord. Le terrain, constitué de grands champs agricoles, permettait aux blindés de tracer facilement leur route jusqu'aux forêts impénétrables et aux collines. Les défenses allemandes étaient puissantes et les soldats allemands qui combattaient alors pour leur patrie étaient disciplinés. C'étaient de fantastiques combattants. Les pertes alliées augmentaient sans cesse.
Après 5 semaines de siège à Aix, les troupes US finalement pénétrèrent dans la ville le 13 octobre, se frayant un chemin vers le centre, à travers les ruines et les immeubles effondrés. La ville avait été victime non seulement de l'assaut allié, mais aussi des mois de campagne de bombardement par la Royal Air Force. Des 165 000 habitants qu'elle comptait avant la guerre, un peu moins de 20 000 seulement y habitaient encore. Les snipers allemands tenaient les greniers ou les caves. Les Américains furent alors bloqués dans un premier temps par des barricades fortement défendues. Les soldats mesuraient les gains sur le terrain en termes d'immeubles, d'étages et même de pièces. Les combats allaient de pire en pire et étaient de plus en plus dangereux. Les Allemands s'abritaient et se cachaient comme ils le pouvaient dans les immeubles, dans des bureaux, dans des appartements. Une fois que les soldats US étaient passés, ils lançaient des attaques sur leurs arrières. La ville devait être fouillée intégralement et méticuleusement. Aucun immeuble ne pouvait être négligé. Le 19 octobre, l'Oberst Wilk, commandant de ce qu'il restait de troupes allemandes, donna ses ordres. Les combattants d'Aix doivent se préparer à leur dernière bataille. Retranchés dans le plus petit espace possible, nous allons devoir combattre jusqu'au dernier soldat, le dernier obus et la dernière balle, en accord avec les ordres du Führer. En dépit de trahisons commises par certains, j'attends que tous les défenseurs de la vénérable cité impériale d'Aix-la-Chapelle fassent leur devoir jusqu'à la fin. Dans l'accomplissement de notre serment à notre drapeau, nous vous souhaitons courage et détermination pour tenir. Longue vie au Führer et à notre patrie bien-aimée. Les défenseurs d'Aix furent abandonnés et laissés à leur sort. Les derniers se rendirent le 21 octobre. Un peu plus au nord, les Britanniques combattaient durement et commençaient leurs attaques sur l'est de la rivière Maas. Il s'agissait ensuite de passer à l'étape suivante, foncer vers le Rhin. L'Allemagne était dans l'obligation de défendre ses frontières sur les deux fronts. La puissante ligne Siegfried, ou mur de l'Ouest, la dernière défense allemande, avait cédé. Tout ce qu'il en restait n'était que débris et casemates effondrés. Les Alliés étaient désormais sur le sol allemand, et les jours du régime nazi étaient comptés. De la ligne Siegfried, les soldats alliés plantaient leurs drapeaux et préparaient le passage pour l'assaut final contre la forteresse Allemagne.
Le Premier ministre britannique Winston Churchill s'envola pour venir constater par lui-même. Il connaissait tous les risques et l'immense responsabilité de lancer tant d'hommes dans un tel assaut. Beaucoup de choses auraient pu mal tourner pendant cette période, c'est-à-dire depuis le mois de juin, et personne plus que lui n'en était aussi conscient. Quelques 29 ans plus tôt, lors de la Première Guerre mondiale, des milliers de Britanniques et de soldats de l'Empire avaient péri sous le feu des mitrailleuses alors qu'ils touchaient terre sur les plages de Gallipoli. Comme premier lord de l'amirauté à cette époque, il avait pris la responsabilité de ces pertes et avait subi de véhéments reproches. Le général Eisenhower, commandant suprême de la force expéditionnaire alliée pour le débarquement de Normandie, constata également les brèches dans la ligne Siegfried lors de l'hiver 1944. Sous son indiscutable autorité, les Alliés ont traversé la France pour atteindre les frontières allemandes, bousculant les troupes nazies sans leur laisser la chance de se ressaisir. Il s'était fait l'avocat d'une attaque de l'Allemagne sur un large front, une tactique qui s'était déjà avérée payante. Le 13 décembre, la ville de Metz tombait et Eisenhower ordonna alors à ses troupes, pour faire diversion, d'attaquer le flanc sud et d'avancer sur le Rhin. Le 22 mars 1945, après un hiver long et meurtrier, la 3e armée traversait finalement le Rhin. Un étau gigantesque était en train de se refermer sur le Troisième Reich. Le fleuve était le dernier obstacle naturel majeur entre les Alliés et le cœur de l'Allemagne. Une fois traversé, les armées alliées se ruèrent sur les ruines du Troisième Reich et encerclèrent son cœur industriel, la vallée de la Ruhr. Hitler avait promis au peuple allemand l'invincibilité. Il leur avait promis un Troisième Reich qui durerait 1000 ans. Il avait tenu 12 ans. Le Troisième Reich n'a rien laissé en héritage, si ce ne sont les conséquences géographiques et politiques de la plus terrible guerre de l'histoire. À une seule exception, un monument de métal et de béton qui existe encore de nos jours. La ligne Siegfried a contenu les armées alliées et prolongé la guerre de 7 mois. Elle fut finalement submergée sous le Nombre. Les pertes alliées pour passer le mur furent plus importantes que celles subies en Corée et au Vietnam. Là où Hitler et ses généraux avaient marché, poussés par l'admiration du peuple allemand, il n'y a plus maintenant que les traces de pas d'une armée victorieuse qui fut capable de mettre un point final à un drame qui ébranla la planète.